Yo, aujourd'hui je suis à Marseille et je suis allé visiter une ferme urbaine qui s'appelle Le Talus et je suis allé à la rencontre de Valentin, un des fondateurs de ce projet qui va nous présenter un peu la ferme où ils font du maraîchage sur sol vivant, mais ils accueillent aussi du public pour des ateliers, des formations et des chantiers participatifs. C'est parti pour un peu d'autonomie en ville. Moi je m'appelle Valentin Charvet et ce que j'aime faire dans la vie, c'est ce que je fais aujourd'hui, qui est de monter un projet d'agriculture urbaine et puis sensibiliser les gens autour de ça et donner un peu du grain à moudre à tout le monde, planter des graines dans la tête des gens pour montrer qu'en fait autre chose est possible et qu'il faut se lever le cul tous les matins pour faire changer le monde qui nous entoure et pas attendre que ça vienne d'en haut. On est un projet de tiers-lieu de découverte et d'innovation de l'agriculture urbaine. Ici, on est sur un endroit qui était anciennement une friche de chantier, qui avait été générée par la construction de l'autoroute qui est juste là, souterraine. Et donc c'est que comme ça a été un méga chantier qui a pris genre une cinquantaine d'années, ça a forcément généré des terrains délaissés, dont celui-là sur lequel on est, qui était une friche de chantier, et qu'on a transformé en ferme urbaine. On n'avait pas allé inventer plein de choses, on s'est dit il y a déjà des gens qui font des trucs qui sont intéressants à différents endroits, en Amérique du Nord, en Europe du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, regarder un petit peu les modèles existants et se dire comment est-ce qu'on peut agréger ces modèles et refaire une sauce à la sauce méditerranéenne pour faire que ça prenne. De faire un espace ouvert et faire un projet à triple impact, qui a un impact écologique, social et en même temps qui a une viabilité économique. Aujourd'hui, on a un lieu qui fait aussi bien du micro-maraîchage sur petite surface où on fait de la vente directe de fruits et légumes, mais aussi on fait des formations de plein de types, aussi bien sur la cuisine que la menuiserie, que sur faire du papier, apprendre l'autoconstruction, donc sur plein de petits savoirs comme ça qui sont liés à l'autonomie qu'on essaye de partager ici et de rendre ça accessible à plein de gens. Puis en plus de ça, on est un lieu aussi on est un lieu de vie avec une cuisine, un petit bar et on fait une programmation événementielle où on fait aussi bien du théâtre, des fêtes, des contes pour les enfants, on fait des visites scolaires. On fait de l'accompagnement pour des collectivités sur des projets agroécologiques, des petits projets de bac potager dans les écoles. Donc voilà, on essaie un petit peu de prêcher la bonne parole et puis de conseiller les gens pour y aller, quoi. Ici, on est sur la première parcelle du projet. Il y a 3500 m² en valorisant vraiment tout, et puis à peu près 2000 emplois. Voilà, et puis donc dessous le maraîchage c'est 800 m² de périmètre, 500 m² de surface utile agricole, et puis le reste du terrain qui est composé d'une mare, un poulailler, notre cuisine et un petit peu ce qu'on appelle là la base de vie où on a de l'ombrage, un chapiteau et tout ça. C'est pas une évidence, mais c'est possible. Des terrains délaissés, il y en a plein, notamment à Marseille. Je crois qu'il y a à peu près 250 hectares qui ont été référencés en utilisables. Nous, ici, comme on a récupéré le terrain, on cherchait un terrain pour faire les premiers projets d'agriculture urbaine de l'association. Et on est allé frapper à la petite porte par le petit formulaire contact, la société de la Roquette de la L2 qui avait construit l'autoroute. On s'est dit, ils viennent de construire une autoroute, il y a moyen qu'ils aient des terrains délaissés. Et manque de bol, oui, ils en avaient et ils étaient intéressés pour monter un projet comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on a récupéré le terrain. C'est un terrain qui appartient à l'État et qui nous est mis à disposition par l'État. On a une convention avec l'État qui nous met à disposition le terrain pendant 26 ans. On est entièrement associatif ici, à but non lucratif, ce qui ne veut pas dire que tout est gratuit, que tu fais des bénéfices nulle part, ce qui veut dire que la totalité des fonds que tu collectes ne peuvent en aucun cas bénéficier à un investisseur ou à une personne en particulier. Forcément, tout l'argent que tu vas générer va être intégralement réinvesti dans le projet. Mais pour que ce projet il soit périn et qu'il ne tourne pas que sous perfusion à coup de subvention, il faut monter un peu un modèle économique. C'est pour ça que
la nourriture qu'on fait à midi, elle n'est pas gratuite, que la bière non plus, elle n'est pas gratuite, que les légumes non plus, ils ne sont pas gratuits. On les vend et on réalise une petite marge dessus, ce qui permet de pouvoir payer des gens, payer des salaires et en même temps payer le matériel qui nous permet de faire tout ce qu'on fait. En personnes actives quotidiennement, on est une bonne dizaine de personnes. On est 2 salariés à avoir monté le projet, donc Karl et moi-même. Et puis sinon, là, on tourne aujourd'hui grâce à une équipe de 8 services civiques. Donc c'est ça la force vive du projet. Et puis en plus de ça, on a à peu près 1700 adhérents. Et dans ce lot de 1700 adhérents, il y a des gens qui sont là tous les mercredis, qui viennent nous filer un coup de main. Et il y a des gens qui viennent plus ponctuellement. L'implication, elle est à la hauteur de chacun et on n'impose rien à personne. Alors on est sur un itinéraire technique qui s'appelle le maraîchage sur sol vivant. Donc c'est pas de l'agriculture bio, c'est du plus que bio. C'est-à-dire qu'on ne met pas de produits phytosanitaires, on ne met pas d'engrais liquides, on met rien à part de la flotte. Et en plus de ça, on ne retourne jamais le sol. C'est-à-dire qu'au début, comme on est parti d'un endroit qui était une décharge de chantier, le sol n'était pas super fertile. Du coup, on a amené 600 tonnes de matière organique. Ça fait pas mal, ouais. On a bien chargé la mule. Et on l'a tout amené, du bois broyé, du compost, qu'on a laissé sur le remblai argileux. Puis après, on est venu avec une grosse machine du diable qui s'appelle un broyeur à cailloux, qui vient et qui allait mélanger tout le remblai argileux avec le bois broyé, avec le compost, pour faire amorcer un petit peu le sol et qu'il soit fertile. Puis là-dessus, on a directement tracé les planches et puis directement on a semé dedans et on fait, nous, principalement que des légumes feuilles en rotation rapide. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des patates ou des tomates qui vont prendre la moitié de l'année avant d'arriver à terme, on va faire des cultures qui vont être plus rapides comme des salades, de la roquette, des moutardes, des choux chinois, ce genre de choses qui poussent plus vite, qui vont mettre entre 3 et 8 semaines à pousser, vont arriver à terme, et au bout de 3 à 8 semaines, tu récoltes, et puis là, tu laisses pourrir les restes de culture sur place, et puis une fois que ça a pourri, tu replantes quelque chose dessus. Ce qui fait que ta planche, elle n'est jamais en dormance, tu fais plein de rotations sur la même planche une même année, et à chaque fois, tu laisses les résidus de culture pourrir sur place, ce qui fait que ça fait à bouffer pour les vers de terre, et ça permet de ne pas avoir à amender le sol avec de l'engrais ou d'autres choses. Vu qu'on fait quelque chose avec des rotations rapides et qu'on fait pas mal de semis directs, donc avec un semoir de précision, avec des graines et tout ça, si tu pailles à ces endroits-là, c'est assez compliqué d'aller bosser avec le semoir direct. Donc le paillage, on le met surtout dans les passe-pieds, entre les planches, ce qui fait que là, ça fait de la matière organique qui se décompose, qui fait à bouffer pour les vers de terre, mais la planche, souvent, on la paille pas. Après, parfois, on a essayé de pailler, mais on s'est rendu compte que le paillage, parfois, la paille, elle prenait, elle germait, ça devenait un bordel. Par contre, sur le reste du terrain, on met à mort de paillage partout. C'est-à-dire qu'on a ceinturé tout le terrain en agroforesterie, on a mis à peu près 650 pieds entre les couvre-sols, les arbustes et les arbres fruitiers et les arbres de haut jet, donc tout en stratifié. Et là par contre on blinde de paillage. On en met autant qu'on peut, il n'y en a jamais trop. Et on a la chance d'avoir les élagueurs de la ville qui viennent nous larguer le résidu des élagages broyés. En gros, eux, c'est des sous-traitants pour la ville, ils élaguent la ville, sauf que normalement, ils ont leur camion qui est plein de broyat. Ils sont censés payer la déchetterie pour aller déposer ça à la déchette. Sauf que nous, du coup, on est moins loin que la bête déchette et on les fait pas payer. Donc du coup, ils viennent larguer chez nous à la place. Et nous, on utilise les bras qu'on a et les fourches et une compagnie pour aller prendre toute cette matière et aller l'étaler un peu partout sur le terrain. L'autonomie en ville. Alors c'est compliqué comme truc parce que l'autonomie en ville, je sais pas trop ce que ça veut dire. La résilience des villes, c'est une chose, en tout cas en fruits et légumes. Par exemple, Marseille, il y a 50 ans, était entièrement autonome en fruits et légumes. Marseille, en fait, avant, c'était que des maraîchers partout, il n'y avait que des fermes. Juste là, tu vois les immeubles, là, c'était une ferme laitière. On était dans un autre bail ici, il n'y avait que des maraîchers, il y a des poules qui se baladaient. C'était un autre truc il y a 50 ans. L'urbanisation a quand même mis un grand coup rapidement. Et du coup, on a perdu énormément de notre résilience. Et puis, même si on a encore quand même pas mal de maraîchers dans le coin, le gros de ce qu'ils produisent, ça part à l'export. Donc on est un peu dans un truc chelou où on produit ici et on exporte ailleurs, et puis on fait venir, et la bouffe qu'on a besoin ici, on la fait venir d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est toute l'histoire de la résilience. Et
Donc ouais, là il y a clairement à faire. Après il faut quand même se rappeler que l'agriculture urbaine est un super outil pour sensibiliser les populations à de nouvelles pratiques. Par contre l'agriculture urbaine ne nourrira pas les villes. C'est pas le but et on n'y arrivera pas. C'est que ça reste quand même l'agriculture rurale et périurbaine qui a les potentiels de pouvoir nourrir notre population. Aujourd'hui le grand problème c'est qu'on ne produit pas assez. En tout cas tout ce qui est bio et local en gros on n'en produit pas du tout assez. Donc lancez-vous, c'est possible, ça tient debout. Ça ne veut pas dire que tout seul, en slip, avec pas de formation, tu vas y arriver. Ça par contre, c'est pas vrai. Faut quand même bien se documenter en amont, aller se former chez d'autres gens. Mais en tout cas, c'est possible. Nous, on essaye de montrer que c'est viable économiquement en urbain, avec 800 m² et 500 m² utiles, de pouvoir avoir un projet de maraîchage qui arrive à générer un SMIC. C'est pas une évidence. Les gens comme la MSA, ils te disent 4 à 6 hectares minimum. C'est-à-dire qu'on parle donc, un hectare c'est 10 000 m², là je te parle de 5 à 800 m². Donc en fait il y a d'autres modèles qui sont possibles, mais ça reste assez nouveau. Il faut se documenter, bûcher un peu, et puis surtout aller se former chez des gens qui font déjà ça, quoi. Avant de se lancer, faut aller mettre les mains dans le concret, se rendre compte de qu'est-ce que c'est le boulot, quoi. Puis voir qu'est-ce que ces gens ils font bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire pareil et qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment, quoi.